Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission avec cette photo. Nous sommes devant le Parlement des Nations Unies, bâtiment témoin de la réussite de la réforme des grandes institutions internationales. Mais il est bon de rappeler que le monde n'a pas toujours été organisé, régi et subordonné de cette façon. Nous avons donc voulu en comprendre davantage de la façon dont s'organise actuellement le monde, après d'innombrables changements, afin d'éviter qu'une crise globale ne touche à nouveau le monde comme elle l'a fait en 2020 avec la crise du coronavirus. Aujourd'hui, en effet, nous avons constaté une amélioration globale du niveau de vie, du niveau de développement, de la protection de l'environnement. Mais ce système mondial n'était pas du tout gagné d'avance. Il y a seulement 30 ans, le monde était multipolarisé et n'obéissait qu'aux lois de la mondialisation, entraînant de nombreuses dérives causées par une libéralisation financière à outrance et un libre-échange exacerbé. Malheureusement, certes, mais heureusement pour le monde, la crise du Covid-19 est survenue. Selon Bertrand Badi, en 2020, le coronavirus est la première crise consciente d'un monde mondialisé et a déclenché la prise de conscience d'une menace globale, ce qui va entraîner une nouvelle forme de mondialisation plus institutionnalisée, plus réglementée et plus contrôlée en respectant davantage les normes de sécurité qu'avait prodigué le PNUD à sa création dès 1994. De plus, les États laissent l'opportunité aux institutions internationales d'agir et respectent donc enfin les directives de la Charte de San Francisco créant l'ONU, qui explique que le multilatéralisme ne dépend que des États. En effet, le Covid-19 a généré une contestation sociale généralisée qui a mené à une réforme globale des Nations Unies. Les mouvements contestataires ont fait pression sur les dirigeants internationaux qui ont entamé des discussions qui ont abouti à une mise en place de la réforme en 2045 à l'occasion des 100 ans de l'ONU. Alors à présent, on se demande à quoi ressemble la gouvernance mondiale. Pour cela, il faut répondre à 3 questions. D'abord, comment s'organise le monde? La gouvernance est organisée régionalement. Dans chacune de ces régions, 1 ou 2 pays sont leaders et ont une capacité organisationnelle des flux, des politiques et de l'ensemble des règles régissant le monde. Une deuxième question serait quelle est la hiérarchie des puissances? Il n'y a plus de puissance mondiale, mais une situation plus équilibrée entre des puissances régionales, développant au mieux la région du monde dans laquelle elles se trouvent. Une troisième question serait quelles règles garantissent le fonctionnement de la mondialisation? Alors ici, c'est une nouvelle forme de mondialisation plus réglementée, plus institutionnalisée et plus contrôlée, notamment par les grandes puissances régionales tenues responsables du respect des nouvelles normes dans leur région. Ces normes sont établies par les institutions internationales qui se sont vues progressivement octroyer plus de pouvoir au cours des années. Cette coordination internationale permet d'éviter les crises et les désastres de la précédente mondialisation par une réduction des inégalités d'intégration au flux de la mondialisation, avec une gestion régionale et un pays responsable de l'organisation et du développement de sa région. On a donc une nouvelle forme d'organisation de l'espace mondial, un régionalisme avec presque un stade d'autosuffisance régionale, mais avec tout de même quelques flux interrégionaux. Ensuite, on va rappeler quels sont les équilibres géopolitiques et les rapports de force actuels. On observe quelques rapports de force intra-régionaux entre les puissances se disputant le leadership de la zone, mais on observe dans l'ensemble une réduction des rapports de force permise par un rééquilibrage de la géopolitique. En effet, les puissances régionales organisent chacune leur région en assurant la limitation des échanges interrégionaux. Chaque puissance régionale se porte alors garante de sa région et doit assurer un ordre mondial et géopolitique pérenne. Les conflits locaux, mais aussi les rivalités internationales sont alors endigués. Ensuite, on peut se demander à quoi ressemble la hiérarchie des puissances et qu'est-ce qui définit une puissance, quelles sont les grandes menaces de ce nouvel ordre mondial. Alors, on a l'Éthiopie qui domine l'Afrique et le Moyen-Orient. Elle pourrait être concurrencée par les Émirats arabes unis, mais il convient de souligner les limites de la puissance de l'Afrique du Sud, de l'Iran et de la Turquie qui n'ont pas réussi à concentrer tous les aspects de la puissance. Pour la région d'Amérique, les États-Unis dominent et ont le leadership, mais ils sont concurrencés par le Brésil. En Europe, on a la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie, qui semblent dominer, mais qui sont fortement concurrencés par la Russie. En Asie, c'est la Chine qui domine, et elle est concurrencée par l'Inde et peut-être aussi par l'Australie, puisque tous les deux ont dépassé le Japon.
Les puissances organisatrices du monde sont donc définies par une capacité d'influence à l'échelle régionale, mais en même temps, à l'inverse des puissances régionales d'antan, ce sont des grandes puissances, c'est-à-dire qu'elles déterminent l'ordre mondial en l'organisant sur le principe de coopération interrégionale et de respect des règles et des institutions internationales. C'est donc un approfondissement caractéristique des puissances régionales de la mondialisation précédente. Enfin, on peut se demander comment ont évolué les équilibres environnementaux. Alors, on observe un rééquilibrage de la pollution ces dernières années, et des désastres environnementaux également, grâce à cette régionalisation des activités, puisque on observe une réduction de la pollution par le fret aérien et routier grâce à une réduction des trajets internationaux, et à la responsabilisation de chaque région pour la gestion de ses déchets, de ses gaz à effet de serre, etc. La température cible visée étant de 2 degrés prévue pour 2100 par la COP 21, nous sommes déjà à plus 1,5 degré. Il reste encore un espoir, toutefois, des efforts sont encore nécessaires puisque l'industrialisation croissante du continent africain génère de plus en plus de gaz à effet de serre. De nouvelles technologies ont permis de réduire cette augmentation qui aurait été significativement plus élevée pour un développement similaire lors de la première révolution industrielle, dont ont bénéficié les pays occidentaux. Ensuite, on peut se demander quelles sont les dynamiques démographiques mondiales pour finir cette légère introduction. Et on observe qu'on a un pic démographique en 2050 qui va monter jusqu'en 2100 selon les prévisions avant de redescendre. Donc on se net déjà à 10 milliards d'habitants et on craint d'arriver à 11 milliards. Et il convient de noter une diminution des migrations interrégionales, certes, mais avec une augmentation des migrations intra-régionales. Nous allons tout d'abord commencer par le cas du continent africain. Bien que l'Afrique joue aujourd'hui un rôle prépondérant dans la mondialisation, cela n'était pas gagné d'avance en 2020. Le continent, en effet, n'était pas stable politiquement, avec encore quelques dictatures comme en Érythrée et de nombreux conflits armés contre des groupes terroristes comme AQMI au Sahel. Ce manque de stabilité repoussait les investisseurs et empêchait de développer l'industrie africaine. Cette situation était principalement due à une corruption massive qui représentait au Nigeria jusqu'à 65% de son PIB. Cette corruption empêchait la construction d'infrastructures puisque la classe politique bénéficiait des nombreuses importations de produits finis et des exportations de produits bruts en touchant des commissions à chaque échange. De plus, l'Afrique a su gérer sa population grandissante qui paraissait alors comme un défi sur le plan de l'éducation et de la nourriture. Elle représente aujourd'hui 20% de la population mondiale en étant relativement jeune et dynamique. L'Afrique a aussi pu compter sur ses nombreuses ressources naturelles, comme par exemple des hydrocarbures ou des minerais qui ont pu développer l'économie au début. Les besoins agricoles ont aussi nettement augmenté et l'Afrique se place aujourd'hui comme le grenier du monde. La production agricole mondiale a augmenté de 70% depuis 2020 et cela est en grande partie grâce à l'Afrique. En effet, en 2020, l'Afrique disposait de 60% des terres arables résiduelles. Depuis 2020, l'industrie s'est grandement développée avec des gains de productivité considérables alors que l'Occident stagne depuis de nombreuses années. L'Afrique a aussi bénéficié d'une diaspora importante qui revient de plus en plus pour investir sur le continent. Sur le plan économique, cette industrie bénéficie aussi de cette population jeune et dynamique. Avec l'émergence d'une classe moyenne, cela crée un marché pour écouler les biens produits par l'industrie africaine. La nouvelle zone de libre-échange africaine a permis d'augmenter les échanges intra-africains de 15% en 2020 à 50% aujourd'hui. L'Afrique s'organise donc autour de deux pôles majeurs, à savoir le Nigeria et l'Éthiopie. Ces deux pays organisent les flux au niveau régional et concentrent la plupart des richesses du continent. Ces deux pays ont bénéficié de leurs ressources importantes en minerais, en hydrocarbures et aussi en terres agricoles. La mise en place d'un système juridique plus fiable et d'une stabilité politique a permis à ces deux pays de connaître un essor fulgurant ces dernières années. Ces deux puissances commencent alors à s'imposer sur le continent et voire même au niveau mondial. L'Afrique du Sud, qui aurait pu être envisagée comme un concurrent de la puissance mondiale des États-Unis au début des années 2000, est aujourd'hui distancée puisqu'elle a loupé son départ.
Globalement, le développement de l'Afrique a permis une réduction des inégalités et une augmentation significative du niveau de vie. L'Afrique s'est grandement développée grâce à l'intérêt chinois qui s'est manifesté dès 2020 avec le projet des routes de la soie. En effet, en 2020, le Premier ministre chinois Li Keqiang affirmait à Addis Abeba qu'il rêvait de voir toutes les capitales africaines interconnectées grâce à des trains à grande vitesse afin de renforcer l'intégration régionale et le développement. Aujourd'hui, l'analyse de Li Keqiang est parfaitement vérifiée et l'Afrique se place comme un moteur de la mondialisation et pourrait peut-être concurrencer à terme la Chine. Intéressons-nous maintenant au continent américain qui compte deux puissances régionales majeures, à savoir les États-Unis en rose sur cette carte et le Brésil en orange. On peut également voir en vert des puissances régionales secondaires, mais qui permettent un équilibre entre les puissances à l'échelle régionale. Les États-Unis, bien loin de l'hyperpuissance des années 90, ont encore un poids important à l'échelle mondiale, car ils sont toujours la première puissance militaire, mais ils sont talonnés de près par la Chine. De plus, avec un PIB de plus de 40 000 milliards de dollars, soit 2 fois plus qu'il y a 30 ans, les États-Unis ne sont pourtant que la troisième économie mondiale, derrière l'Inde et surtout la Chine, avec un PIB de plus de 60 000 milliards de dollars. Les États-Unis entretiennent d'importants échanges avec leurs voisins canadiens et mexicains au sein de l'ALENA, notamment du fait de la progressive montée en puissance du Mexique depuis les années 2020 et donc de la création d'une classe moyenne mexicaine qui consomme. Quant au Brésil, il est un pays encore assez inégalitaire, mais bien moins qu'il y a 30 ans. Le Brésil possède de très bonnes relations avec ses voisins, et en tant que moteur du Mercosur, qui regroupe désormais l'ensemble des pays d'Amérique du Sud, et grâce à ses frontières multiples avec ces mêmes pays, les échanges ont été fortement renforcés, notamment avec l'Argentine ou encore avec la Colombie. On peut aussi voir sur la carte que l'Amérique centrale subit à la fois l'influence des États-Unis et du Brésil, puisqu'aucune puissance ne s'y développe. Ces deux régions effectuent également des échanges avec d'autres régions, comme la Chine, devenue acteur aujourd'hui incontournable sur la scène internationale, ou l'Union européenne avec des pays comme le Royaume-Uni et la France pour l'ALENA, ou encore l'Afrique subsaharienne pour le Brésil, avec son interface maritime gigantesque qui lui a permis de combattre les famines en tant que grenier du monde il y a quelques années, comme en Angola. Mais les flux majoritaires restent ceux entre ces deux régions et ceux au sein d'elles-mêmes entre pays voisins. L'Europe de 2050 est-elle réellement une puissance en déclin? En effet, cette question se pose depuis les années 2020 où la crise du coronavirus a impacté durablement les politiques en Europe. On a assisté à une relocalisation des systèmes de production et les seuls partis qui proposaient cela alors étaient les partis nationalistes. Ils en ont donc profité pour s'imposer en Europe, comme on l'avait observé dans plusieurs parties du globe, avec par exemple Donald Trump aux États-Unis, Jair Bolsonaro au Brésil ou en Chine avec Xi Jinping. Cela a donc mené à refermer les frontières, réduire les échanges dans le commerce mondial. Les partis nationalistes ont modifié les rapports internationaux puisqu'ils rejettent fortement la communauté musulmane et donc cela a créé de fortes tensions dans le Moyen-Orient. Étant donné que la Chine, un fort partenaire de l'Europe, est aussi anti-musulmane avec l'épisode des Ouïghours en 2020, la place du monde musulman est alors fortement réduite aujourd'hui. L'Union européenne s'est donc agrandie vers des membres plus nombreux tels que la Russie, notamment pour combler son retard dans le secteur des hydrocarbures, mais en même temps s'est aussi refermée face au reste du monde avec la naissance de ces partis nationalistes qui a refermé l'Europe. L'Union européenne est donc encore une puissance industrielle en 2050, mais recule fortement sur le plan commercial puisque ses frontières se ferment avec le reste du monde pour se concentrer sur une production plus nationale. Toutefois, elle conserve des liens assez importants avec la Chine, comme l'ambitionnaient déjà l'Italie et la Hongrie, et d'autres gouvernements nationalistes qui se tournaient vers une forme de gouvernement similaire. L'Union européenne a donc accentué ses partenariats avec la Chine ou les États-Unis tout en évitant le monde arabe. L'Union européenne demeure une puissance mondiale, mais en étant profondément transformée pour suivre une urbanisation de l'Europe, comme le signalait Sylvain Kahn. La droite européenne s'est radicalisée progressivement et l'extrême droite enregistrait déjà
de plus en plus de votes aux élections européennes dans tous les pays membres, y compris en Allemagne où elle demeurait taboue puisque liée aux nazis du siècle dernier. On y observait déjà plusieurs gouvernements ultra-conservateurs sur le même modèle que la Hongrie, l'Autriche ou la Pologne. Les partis d'extrême droite européens, militant auparavant pour la sortie de l'Union européenne, ont commencé à retirer cette perspective de leur programme. En effet, ils ne semblaient pas convaincre l'électorat et les nationalistes ambitionnaient déjà de réformer le système européen. Aujourd'hui, une politique d'immigration plus stricte a été mise en place pour que les pays européens conservent leur identité comme le clament les dirigeants actuels. De plus, l'Union européenne est une entité plus soudée sur plusieurs autres points, comme la défense et la politique intérieure. Elle s'est aussi libéralisée sur le plan financier et plusieurs pays peuvent conserver des liens de libre-échange avec d'anciens partenaires comme la Russie et l'Asie centrale ou la France et l'Afrique. Aujourd'hui, bien que l'état de droit ait été mis de côté, l'Union européenne apparaît plus crédible sur la scène politique internationale. La bataille pour le leadership de la région fait d'ailleurs rage en Europe. D'un côté, les puissances traditionnelles qui perdurent à la tête de l'Europe depuis le XXe siècle sont affaiblies. Par exemple, l'Allemagne ayant dû faire face aux défis démographiques, la France ayant dû faire face au mouvement de contestation sociale et à la relance de son économie après 2020, le Royaume-Uni ayant dû faire face aux défis du Brexit et à la relance de son économie après 2020, et l'Italie ayant dû faire face également à la relance de son économie après 2020. D'un autre côté, on a la Russie, une puissance qui reprend progressivement de l'importance depuis 50 ans et qui connaît un nouveau bond aujourd'hui. En effet, au nord, la Russie a défendu une nouvelle frontière, celle dessinée par le réchauffement climatique. Le pays possède d'ailleurs la plus longue façade maritime sur l'Arctique et considère cet espace comme une zone d'intérêt prioritaire. D'abord parce que cette façade lui permet de contrôler la route polaire, qui est 2 fois plus rapide que la route du sud, notamment pour le passage des méthaniers, transportant le gaz de la péninsule de Yamal, comme on peut le voir sur cette carte. Et cette façade renforce aussi son flanc septentrional, avec des bases militaires et de sauvetage tout le long du littoral, complétant ainsi son dispositif militaire face à l'OTAN. Et enfin, la Russie possède d'importantes réserves de gaz et de pétrole au fond de cet immense océan, réserves qu'elle a commencé à exploiter. En effet, selon les estimations, l'Arctique renfermerait au total 13% des réserves pétrolières et 30% des réserves de gaz encore inexploitées dans le monde. Mais ce sont des réserves qu'elle doit partager avec ses voisins. Pourtant, loin des conflits médiatisés, le règlement de ces différends territoriaux se fait ici dans un esprit de cohésion au sein du Conseil de l'Arctique, où la Russie défend le droit et les traités internationaux. En résumé, deux puissances s'affrontent aux antipodes de l'Europe, assumer le leadership de la région, ce qui contribue également à affaiblir l'Europe, paralysée par cette lutte intestine. Et qu'en est-il de l'Asie ? La Chine est aujourd'hui le principal concurrent de la puissance des États-Unis. Sa croissance fulgurante sur le plan commercial lui avait conféré la place de premier importateur et exportateur mondial en 2020. Aujourd'hui, elle compte même pour environ 30% du marché mondial, contre seulement 11% pour les États-Unis. Et comme vu précédemment, l'économie chinoise est 2 fois supérieure à celle des États-Unis, et cela grâce aux gains de productivité obtenus en automatisant les productions. Mais les États-Unis restent supérieurs à la Chine dans quelques domaines comme l'innovation. Toutefois, l'influence de la Chine dans le monde est exceptionnelle. L'aboutissement de son projet des nouvelles routes de la soie entamé dans les années 2010 a fortement renforcé cette influence. On peut voir sur cette carte, en rose clair, les membres de ce projet, c'est-à-dire l'ensemble du continent africain, mais aussi du continent eurasiatique et la majorité des pays latino-américains. De plus, par les voies terrestres, en noir sur la carte, et maritimes en bleu, employées par le projet, la Chine a renforcé ses liens avec la Russie, l'Asie centrale et l'Afrique de l'Est, comme avec l'Éthiopie. À l'échelle régionale, elle est désormais membre de l'ASEAN et a renforcé ses échanges avec ses voisins les plus proches. Le reste de l'Asie demeure donc sous influence chinoise, avec une extension du projet transpacifique depuis le retrait des États-Unis sous la présidence de Donald Trump. La Chine a donc réussi à intégrer de nouvelles zones à la mondialisation, et ses échanges avec la Russie ont aussi bénéficié à Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan, qui commence à diversifier son économie.
Néanmoins, on voit aussi que l'Inde, pourtant pays frontalier de la Chine, ne fait pas partie du projet. En effet, l'Inde se pose comme puissance régionale et rivale de la Chine. Puissance démographique, pays le plus peuplé au monde, elle peut compter sur une population qui a un certain poids à l'échelle mondiale. En matière d'éducation, les progrès entamés dans les années 2020 portent aujourd'hui leurs fruits. De plus, la diaspora indienne fortement éduquée est revenue ces dernières années des États-Unis pour investir massivement dans l'économie nationale. D'un point de vue social, les disparités entre hommes et femmes ont fortement diminué, et la femme est désormais respectée, ce qui n'était pas le cas dans l'Inde il y a quelques décennies, considérée comme un des pays les plus dangereux pour les femmes. En bref, elle connaît une croissance forte et concurrence de plus en plus la puissance chinoise. Enfin, la région asiatique, grâce à la Chine, réalise des échanges avec toutes les autres régions du monde. Mais aujourd'hui, les succès de cet ordre mondial, qui semble pérenne, ne suffisent plus. En effet, l'Éthiopie inquiète de plus en plus et montre des signes d'un désir de tenter de renverser l'ordre mondial comme l'a tenté la Chine il y a quelques années. Cependant, cette fois, le pays a pu tirer des leçons des échecs passés et semble en passe de réussir là où personne n'a encore réussi, renverser ce nouvel ordre mondial post-coronavirus censé être plus sûr et plus réglementé. La récente expansion de la puissance maritime du pays par l'acquisition de nombreux nouveaux ports sur la côte de la Corne de l'Afrique offre finalement au pays, auparavant développé grâce à l'aide de la Chine, une puissance complète, globale et supérieure aux autres. En effet, le pays concentre tous les aspects de la puissance nécessaire à devenir un leader régional dans ce nouvel ordre mondial, mais parfaitement équilibré, contrairement aux autres. C'est-à-dire qu'il a une puissance démographique, territoriale, économique, une influence géopolitique, diplomatique, militaire et économique extrêmement équilibrée et bien régulée. Le monde va alors devoir faire face à cette menace pour éviter que ce nouvel ordre mondial en apparence prospère ne se révèle être le créateur de l'hégémonie éthiopienne et donc de la destruction de l'équilibre mondial.